Bonsoir et bienvenue à Vanity Gallery. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir donc Silver Jarosson, artiste plasticien, Jean-Louis Poitvin, qui est critique d'art, docteur en philosophie, rédacteur en chef de la revue en ligne TK21. Bonsoir. Et Peng Ping, artiste plasticien, qui vient de Chine. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons discuter ensemble justement de l'importance de la nature dans l'art contemporain, sujet ô combien vaste et ô combien d'actualité. La première des choses, je pense, c'est de resituer un petit peu le contexte historique qui est très vaste. On peut partir de l'après-guerre, je pense qu'on ne va pas repartir du XVIIIe siècle, puisque là, ce serait 3 heures. Donc, on a des mouvements comme le Land Art, ou dans les années 70, il y a aussi l'Arte Povera en Allemagne qui a été très important. Et bon, je considère peut-être que vous allez me critiquer et au contraire même rebondir sur ce que je vais dire. Je pense qu'en France en particulier, avec la poussée en fait de l'abstraction, on a eu on a oublié ou on a refusé de parler un petit peu de la nature dans l'art contemporain. Malgré tout, on a eu à Beaubourg une exposition des néo-figuratifs dans les années 97. Depuis, on voit quand même un retour de la nature dans l'art contemporain. Et justement, ce soir, on va essayer de discuter sur quels sont les axes de ce retour dans la nature dans l'art contemporain. Alors, je vais d'abord donner la parole à Jean-Louis Poitvin, qui a peut-être déjà une idée, qui a déjà peut-être des perspectives sur cette question du retour de la nature dans l'art contemporain. Alors, retour, je ne sais pas si elle est... Oui, elle a toujours été jamais présente. Finalement disparu. Simplement, les enjeux ou les aspects de la nature qui ont intéressé ou dont les artistes se sont emparés ont profondément changé avec la transformation ou le changement des pratiques artistiques elles-mêmes. En gros, avant, nature était représentation de la nature, pour dire vite, du paysage. Après, au fond, même l'abstraction, en tous les cas, une certaine abstraction, a été extrêmement en phase avec la nature, puisqu'elle allait chercher la nature dans ses, on pourrait dire, dans ses aspects non visibles. Au fond, une grande partie de la peinture abstraite pourrait être considérée comme une tentative de rendre compte des paysages souterrains. Si on s'intéresse à Dubuffet, par exemple, beaucoup de séries d'œuvres de Dubuffet vont travailler sur des matières ou des textures qui seront directement faites avec de la terre ou inspirées de la terre, ou finalement représenteront, si l'on peut dire, comme des coupes géologiques qui ont pu être faites. Donc voilà, ça c'est les deux aspects que l'on peut trouver dans la représentation. Ensuite, on sait que le XXe siècle va s'emparer donc du paysage d'une manière concrète, pratique. Ça c'est le land art qui a été évoqué, et où on va investir des espaces réels supposés naturels, ou naturels, dans lesquels les artistes vont intervenir d'une manière ou d'une autre, d'une manière on va dire violente, avec une tentation pérenne, ou bien de manière extrêmement discrète, avec une tentation vers la disparition, la différence qu'il pourrait y avoir entre la spirale Getty et les œuvres de Goldsworthy, par exemple. Aujourd'hui, dans des pratiques encore plus contemporaines, la nature va être appréhendée dans ses mécanismes, dans ses fonctionnements, et elle va quitter... certains artistes vont s'intéresser aux aspects de la nature qui ne relèvent pas directement du visible. C'est-à-dire, quand on parle de paysage ou de land art, c'est des choses qui s'adressent à notre perception. Et donc, on va rentrer dans des processus naturels, mais là, la nature s'ouvre complètement, comme un éventail, et on ira du biologique, de l'infra au micro, jusqu'au cosmique, et donc à l'univers. Et donc on va inclure dans la nature, j'allais dire, l'ensemble des paramètres, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et pour terminer, on peut aussi prendre en considération un certain nombre d'œuvres ou de présence de la nature dans des œuvres à caractère
peut-être parfois artistique, mais plus sociologique, voire plus engagée. Et là, il est clair qu'il y a aussi un certain nombre de pratiques qui viennent interroger le statut de la nature, mais presque sous un angle, on va dire, politique au sens générique du terme. Alors je vais rebondir sur deux aspects que tu as développés, sur Dubuffet, par exemple la série Macadam, qui est une série qu'il a fait vers la fin de sa vie. Ce qui était très intéressant, puisque j'étais guide pour cette exposition à Beaubourg, quand je parlais avec les conservateurs de Beaubourg, ils n'apprécient pas spécifiquement cette série, la considérant comme la fin de vie de Dubuffet, limite qu'il était un petit peu fatigué pour être poli. Et par contre, j'ai vu des personnes très âgées voir cette œuvre d'art et dire, en fait, Dubuffet, il a compris la vie. Parce que justement, c'est une œuvre de fin de vie. Et dans cette série Macadam, où il représente, on va dire, une nature très micrologique, eh bien, c'est toute une notion de vie, mais il faut avoir une grande maturité pour le percevoir. Et donc aussi, ça, je rebondissais sur ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a eu une période quand même en France où c'était un peu mal vu quand même de dire un petit peu nature. Donc il y a eu beaucoup par exemple pour Dubuffet, je veux dire, cette critique a été vraiment violente. Et je sais que, par exemple, si on parle marché de l'art, cette cotation de cette dernière série est catastrophique. Il est considéré comme justement trop fatigué. Et je vais rebondir aussi sur un aspect, quand tu parles des toutes petites choses ou des très grandes choses, et justement c'est Silver qui pourrait peut-être intervenir là-dessus par rapport à tout ce qui est l'aspect microscopique, parce que dans ton travail, quelquefois, on repère des échos de bactéries peut-être, ou alors des cellules. Qu'est-ce que tu en penses quand tu évoques cette idée ? Oui, je pense que c'est une idée qui me parle beaucoup. Je pense que quand on commence à s'intéresser à la nature de l'intérieur, et typiquement par exemple à ce qui se passe à l'échelle microscopique, on va plus seulement s'intéresser à observer la nature, comme le faisaient les artistes d'un certain temps. On en a parlé, c'est cette démarche d'imitation qui consiste à observer puis imiter. On commence à rentrer plutôt dans le fonctionnement de la nature, à se poser des questions. C'est une démarche plus proche de la démarche des scientifiques. On va vers le microscopique à l'origine pour essayer de comprendre et pas seulement pour une recherche esthétique. Du coup, on est plus projeté sur les processus en œuvre dans la nature, pas seulement son apparence extérieure, mais vraiment la façon, les mécanismes qui sont en œuvre. Et je pense effectivement qu'à partir de ce moment-là, tout cet art naturel, cet art qui tourne autour des thématiques naturelles, va plus seulement s'intéresser à imiter la nature, à la représenter d'une manière ou d'une autre, figurative ou même abstraite comme on l'a dit, mais aussi à reproduire les mécanismes de la nature, les rendre visibles, les imiter à leur tour. Et donc effectivement, on change radicalement, je pense, de façon d'appréhender la nature. Est-ce que tu penses que ce travail que tu as développé d'un point de vue artistique te vient aussi de ce que tu as acquis en faisant tes études dans le domaine scientifique ? Alors, effectivement, il y a bien sûr le fait que j'ai étudié la biologie m'a amené à considérer les choses de cette manière-là, mais c'est aussi le fruit de toute une évolution, et avant même que je naisse, les choses étaient déjà en marche, donc c'est pas seulement mes études qui peuvent conduire à ça, mais aussi un petit peu tout un environnement artistique donc toi, général. Plutôt tu t'inscris dans une continuité artistique. De toute façon, voilà, on s'inscrit toujours dans son temps, donc là, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais voilà, il y a vraiment, je pense, cette idée de comprendre plus qu'observer, ce qui n'est pas exactement la même démarche, même si l'un découle de l'autre. Et donc, effectivement, ensuite, mettre en œuvre des mécanismes, donc ne plus dans cette imitation, mais plutôt dans l'analogie de mécanismes, de processus, plus que dans la simple réalisation. Dans ton travail, on constate un mouvement. Le mouvement évoque quoi dans tes travaux picturaux ? Le mouvement, bon, ma démarche, à la base, elle est purement abstraite. Je ne suis donc pas dans l'idée de faire un mouvement qui va ressembler à des mouvements existants. Donc il ne s'agit pas de faire des mouvements qui seraient le mouvement des vagues, qui seraient les mouvements du vent ou les mouvements des météorites dans l'espace. Si on retrouve parfois dans certaines de mes œuvres des choses qui ressemblent à tout ça, parce que ces exemples que je cite, les mouvements du vent, les vagues, ce sont des choses qu'on voit effectivement dans mes tableaux, qu'on m'a souvent dit, et c'est assez évident même dans certaines de mes œuvres. En réalité, ce n'est pas du tout dans un but d'imitation, mais plutôt ce sont des choses qui apparaissent, j'allais dire, malgré moi. C'est pas du tout une volonté que de faire des œuvres qui vont ressembler à des vagues, c'est pas une volonté de mettre en œuvre des processus identiques à ceux de la nature, ce sont simplement que parfois, à une même cause découle un même effet. Et donc, on va se retrouver avec des effets qu'on obtient qui sont ceux que la nature elle-même
a déjà mis en œuvre, parce que voilà, les mêmes forces s'appliquent aussi bien sur une toile que dans la nature. Alors peut-être que toi, Jean-Louis, tu peux rebondir sur le fait que le spectateur essaie toujours de reconnaître des formes qu'il connaît, même dans un tableau abstrait. Inconsciemment, il essaie toujours de se rattacher à des vagues ou justement, comme tu le dis, à des mouvements de nuages, alors qu'il y a une réinterprétation à la part du spectateur par rapport à son parcours, par rapport à sa vie. Est-ce que justement ce regard au cours du XXe siècle et XXIe siècle aurait évolué justement? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis pas sûr qu'il ait, je suis pas sûr qu'il ait évolué. Il a évolué dans la mesure où, en effet, des œuvres comme celle de Silver peuvent être, mais il y en a eu d'autres aussi avant, Bien peuvent sûr. être reçues de manière plus voilà, sans être immédiatement rejetées par un mais qu'est-ce que c'est? Donc il y a eu une transformation, on va dire, culturelle qui a été relayée, bon, etc., médiatisée par des décennies, malgré tout, de présence de l'art contemporain, même sur de très grands médias. Donc là, on peut considérer que ce point-là est acquis et qu'il marque une différence. Après, il est vrai que mais ça nous amènerait à faire, je ne sais pas, de la psychologie ou de la psychologie de la forme. Pourquoi on a besoin de reconnaître, Oui. pourquoi on est tenté par ça, et dans quelle mesure il y aurait potentiellement des étapes possibles entre une première perception ou une première réaction, éventuellement un intérêt parce qu'on serait quand même attiré par quelque chose, jusqu'à non pas atteindre la vérité de l'œuvre, mais passer sur le besoin de reconnaître une forme pour accepter, non pas qu'il n'y ait pas de forme, mais peut-être que le regard qu'on porte sur ces formes soit plus ouvert, c'est-à-dire qu'il y ait 2, 3 ou X possibilités dans leur lecture. Il n'y en a pas 10 000, mais il peut y en avoir quelques-unes. Est-ce que tu penses que ça rassure un petit peu le spectateur que de deviner des formes? Mais de toute façon, on peut pas empêcher. Si on regarde le travail de Pankpi, qui est aussi là, en tous les cas, les sculptures, le travail sur le bois, eh bien, lui-même récupère des bois flottés ou des bois qui sont dans l'eau et va les amener en les transformant à minima, d'une certaine manière, pour les conduire à l'expression de. Mais à l'expression de quoi? Mais à l'expression de quelque chose. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils vont se mettre à parler une deuxième langue. Complètement. Voilà, donc de toute façon, l'art est une seconde langue par rapport à la langue ou aux langues de la nature. Justement, je vais pouvoir rebondir par rapport à Pongping, merci. Tout d'abord, Pongping, pourrais-tu nous expliquer ton ressenti, puisque je sais que tu as voyagé en Europe, quelle est la différence entre la Chine et tes voyages à Berlin et à Paris que tu pourrais nous expliquer? 这是我第二次到那个巴黎，第一次是2015年。这一次到巴黎呢，我感觉就是像回家一样，有一种熟悉的感觉。然后后来呢，我又去了一趟这个柏林啊，然后在这个柏林到这个科隆，也看了一些柏林的这个现代建筑，因为柏林它是被炸毁过，所以它又重新建，然后它有就是很多的现代元素跟它的这个古典的元素结合。那么在中国也是，但是中国呢是因为这个文革的关系就拆掉了很多，包括很多历史原因吧，所以但是我感觉这个巴黎的保留的状态是我见过的城市里面保存的最好的一个地方所以它的美术馆很多我是最喜欢逛博物馆，可能是因为年纪大了在城市里面穿梭很有感觉。Je voudrais compléter un petit peu, rentrer un petit peu dans le cœur du sujet. Et dans la peinture traditionnelle chinoise, la nature évidemment est importante. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur son importance justement? 其实这个传统对于不管是对于中国人也好，对于这个法国人也好，或者是对于德国人也好，其实对于整个世界来说，你的传统是你的根基，你永远没有办法把它这个丢失，或者是把它切断。但是在中国呢，有一段时间也是因为历史的原因，它就已经被这个
砍掉。那么我们现在也是需要这个重新回到传统，去了解我们自己。其实你了解传统也是了解自己的一个过程。那这个过程对于一个这个你在从事艺术也好，或者是你在作为一个自然人的这个状态，它是非常重要的。尤其是像做艺术家，你是需要有根基的。你的根基越厚，你做的艺术作品是会更有分量。对于我来说呢，我是会去吸取各种这种传统文化，包括西方的，包括伊斯兰的，包括我们中国的，就是我要更多的就是把它结合到一起。那么我会看中国的这个佛教，我也会看这个基督教，我也会看这个伊斯兰教，所有这些文化融合到一起。那么你面对它的时候，你怎样去在你的作品中间有这种呈现，这是一个艺术家的这个选择。所以呢，在这个做作品的这个过程当中呢，你是会有你的取舍。那这个取舍来源于哪里？它其实是来源于你对于文化、对于传统的理解和你对这个社会你做出的反应。Justement, je voudrais rebondir par rapport à un fait qui m'intéresse et qui nous intéresse tous d'ailleurs. Comment pourrais-tu expliquer la relation entre les artistes chinois dans l'art contemporain et la nature? 艺术家对于现状吧，其实对于社会啊，对于自然，对于人文，他是会有他自身的这个切身的体会。那么每一个艺术家在面对他所处的这个生活环境的时候，他会做出他的反应。这是作为一个当代艺术家，他需要做出的这个就是这个他自身怎么样反馈给社会，也就是他获得了这些关于社会的这些信息和自然的这些信息，然后他通过他的方式反馈出来，通过作品这种方式去呈现的话，他是会有他的选择。那我觉得这个现在越来越多的这个艺术家会用各种不同的方式去反映社会，反映跟自然的这个关系。我是比较关注自然这个话题，也是比较关注社会跟人的这种关系的这个话题的一个艺术家。所以我在选择作品的时候，可能会有的就是针对这个社会、针对大自然的一些这个比较尖锐的问题的一些反应。那么也有很多艺术家会通过这个视频呢，也会通过这个短片或者是电影，还有很多种手段去反映自然。当然，在中国现在这个污染啊，包括它的这个 PM2.5 都非常的就是受到人们的这种关注，所以也有很多艺术家就是开始就是做类似于这样的这个作品。当然不仅仅是就是关于自然还有关于社会、关于人文、关于地理。那我的生活环境就是我从小是生活在一个农村，所以我从小是跟这个草啊、树啊、水啊打交道的，就从小就在泥巴里面滚的这样的一个状态。所以我就会更多的会跟自然的这个东西会去呈现，可能也是做这个野草作品，包括自然生长一个作品的一个初衷吧，也是可能是它的渊源。Eh bien, c'est parfait parce que j'ai une question, j'ai envie de rebondir sur cette problématique que tu viens de développer, puisque souvent dans les médias européens ou même occidentaux, on critique la Chine sur son aspect très pollué, on dit que la Chine tue son paysage malheureusement. Crois-tu que cela influence l'art contemporain chinois? 其实是有时候会是一种巧合。我觉得这个做艺术也好，不管你做什么，你需要对就是你的这个环境有一个你本能的一些反应。那么你获得的这些学识也好，你了解的社会的现状，然后你给出的这个反应，其实是我们面对这个社会的这个现状的时候，你迅速的给他一个回馈。这个回馈给到艺术家，可能他就是成为这个艺术作品。那有一些我们可以就是把它看成艺术作品，比如说像在中国的这个农村，就有很多人采这个水田水稻，他可能在水田里面打滚啊，或者在水田里面玩耍。我其实觉得这就是行为艺术，
我其实觉得这个就是艺术。有时候我会看到一些小孩子在这个池塘里面游泳，游得很开心啊，荡来荡去，荡来荡去，溅起很多的浪花，太美了。这就是艺术，我是这么认为。那有时候可能我们会用这种很尖锐的方式，用这种很直接的方式，我们说用行为，或者是用这个纪录片的方式去呈现，其实也是可以。那么现在有很多的这个艺术家开始关注这样的这个污染也好，包括这个我们现在北京刚刚在发生的一个问题，就是很多艺术家，包括这个低端人口被清理出北京，其实它也是一个社会问题，其实是很笨的一个方式啊。Eh bien justement, Silver, j'ai envie de te retourner la question. Considères-tu que l'artiste se doit d'être un sonneur d'alerte? Et plus loin, est-ce que toi tu te considères comme un sonneur d'alerte? C'est une question qui est un petit peu particulière quand on parle d'art abstrait, parce que cette question donc de être ou ne pas être un sonneur d'alerte qui revient finalement à se demander si l'art abstrait peut être engagé, s'il a un message à porter, ouvrir les yeux du public sur un certain nombre de phénomènes. Quand il s'agit d'art abstrait, on est toujours un petit peu en porte-à-faux, on ne sait jamais exactement qu'en penser. Est-ce que vraiment l'art abstrait peut porter un message, ça certainement, mais un message suffisamment explicite pour vraiment être dans la dénonciation, ou en tout cas dans la mise en avant d'un phénomène, d'un problème, quel qu'il soit. Je pense que l'art abstrait, généralement, il n'y a pas de message qui soit vraiment explicite. Donc s'il y a effectivement la possibilité de lancer une alerte, je pense qu'elle est un petit peu plus implicite, et de ce fait peut-être un petit peu moins marquante. Mais puisqu'on parlait justement de la nature, et à l'heure actuelle où on parle quand même beaucoup d'écologie, où la prise de conscience autour de l'environnement est quand même un des aspects majeurs de la société d'aujourd'hui et de la décennie qu'on vient de connaître, je pense effectivement qu'un travail comme celui de Peng Pi ou comme le mien, parce qu'il fait référence à la nature, parce qu'il la met en valeur, parce qu'il nous ouvre aussi les yeux sur sa richesse, sa beauté, sa diversité, peut, de façon implicite, indirectement, constituer effectivement quelque chose comme un signal d'alarme. Oui, je pense aussi justement. Et je me retourne vers Jean-Louis qui a un beau sourire parce qu'il ne sait pas ce que je vais lui poser comme question. Et justement sur la notion de sonneur d'alerte dont on parle beaucoup depuis 5-6 ans d'un point de vue politique. Et donc, est-ce que pour toi l'artiste sonneur d'alerte c'est une notion qu'on pourrait dire contemporaine ou c'est les sonneurs d'alerte dans le passé qui ont critiqué la société, qui ont essayé d'alerter sur pas que l'écologie? C'est pas pareil. Critiquer et sonner l'alerte, lancer, sonner l'alarme, voilà. Je crois pas que ce soit tout à fait la même chose. Il y a probablement une critique implicite ou explicite quand on sonne, quand on lance une alerte, quand on sonne un peu les cloches. Alors est-ce que c'est la fonction de l'art? Non. Est-ce que c'est une des fonctions possibles de l'art aujourd'hui? Oui. C'est-à-dire que les strates, la stratification de ce qu'on appelle art s'est relativement élargie, on le sait, au cours du XXe siècle, et on a vu apparaître, enfin il y a peut-être maintenant, oui, une bonne vingtaine d'années, mais disons au tournant du siècle et du millénaire, des pratiques à tendance plus fortement sociologique, où des travaux artistiques vont se tourner vers le passé ou vers l'existant, enfin l'existant d'une situation sociale, une situation écologique par exemple, et travailler de telle manière dans l'approche, d'une telle manière que cela va à la fois devenir œuvre et porter des questions. Mais ce sont des œuvres qui souvent sont très différentes de celles que produisent par exemple Peng Pi et Silver. Alors oui, il y a une strate, ou plusieurs strates dans les pratiques contemporaines qui tendent vers ça. Mais ça ne recouvre pas l'ensemble des pratiques. Voilà. Bonne réflexion et bonne analyse. J'aimerais justement revenir un peu plus sur ton travail personnel. Et s'il y avait un message à retenir sur ton travail, quel serait-il? S'il y avait un message à déchiffrer, est-ce que tu voudrais nous dire quelque chose? Bon, déjà, je ne suis pas forcément persuadé que la première fonction d'une œuvre d'art soit de transmettre un message. Il y a l'écrit pour ça, il y a les bouquins, il y a les articles de journaux qui sont faits pour
transmettre un message de façon explicite. Donc je pense que la question du message dans une œuvre d'art, si elle se pose, bien sûr elle peut se poser, c'est déjà dans un second temps. Donc le premier message entre guillemets que j'aurais à donner, c'est déjà ne cherchez pas immédiatement un message, c'est-à-dire ne sombrez pas immédiatement dans l'analyse en se disant immédiatement mais alors là qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce que je dois comprendre, quel est le message, même si ça peut venir dans un second temps. Et déjà, et je pense que mes œuvres s'y prêtent, se laisser vraiment immerger, c'est-à-dire laisser vivre un peu le premier instant, la première découverte, l'émotion éventuellement s'il y en a une, les sentiments, ce que ça évoque. On en parlait tout à l'heure, on reconnaît un nuage, on reconnaît une vague. Donc déjà laisser vivre ce moment-là où on n'est pas encore dans l'analyse et dans la théorie, j'allais dire, pour ensuite éventuellement un moment bien sûr passer à quelque chose d'un petit peu plus raisonné. Pour ce qui est du message, ce que j'essaie de mettre en avant, moi, c'est la beauté, et pas seulement la beauté, mais toute la teneur évocative qu'il peut y avoir dans la peinture lorsqu'on la met en mouvement. Donc c'est à la fois, comme on l'a dit, quelque chose d'abstrait, mais quelque chose qui évoque, quelque chose dans lequel on reconnaît, quelque chose que nous, on va avoir tendance à figurationner, ou en tout cas à rattacher à des éléments figuratifs. Donc c'est une façon peut-être aussi de montrer, comme ce qu'il y a sur mes toiles ressemble énormément au monde naturel, indirectement de justement porter un message qui serait de type écologique, à savoir, regardez un petit peu la beauté du monde, voyez ce qui se passe, vous trouvez que ça ressemble à des éléments naturels et vous appréciez, bon, donc la nature est belle, on est d'accord, donc c'est aussi une façon indirectement de faire passer un message sur la nécessité de protéger ces choses-là, sur les similarités, sur finalement tout ce qui est là, tout autour de nous dans le monde naturel, et il ne s'agit pas seulement de parler des grands déserts ou des grandes forêts du bout du monde, mais du jardin qu'on a en bas de chez soi, et se rendre compte que là, sous nos yeux, il y a effectivement toute une nature qui vit, qui est très belle, à une échelle microscopique, mais aussi à notre échelle à nous, que parfois on ne regarde pas. Super, très intéressant. Et justement, j'ai envie de rebondir avec Pongping sur un peu le même type de question. Si on devait expliquer un peu ton travail, qu'expriment justement tes œuvres au niveau des couleurs, au niveau des mouvements, qu'est-ce que cela signifie selon toi? 我的这些作品就是这次到巴黎展览的这些作品呢，就是它相对来说就是我作品的一部分，那么还不是我作品的全部。我的这一部分作品相对来说就是它相对比较尖锐，我针对的这个自然的这个问题，然后包括我对于色彩，比如说这个我的彩虹，那么其实在讲一个什么事情呢？我在讲。彩虹它是一个很美丽，就是大家都会以为它是一个非常非常漂亮，而且很向往的一个东西，彩虹很漂亮。但是隐藏在彩虹的背后，可能是无穷无尽的悲伤。所以在彩虹的这个表面，我做的这个就是我用我的方式做的方式，就是它是非常非常锋利的这些东西。为什么是锋利的东西？它可能会伤害到你。这种伤害可能它是致命的伤害，因为它是在你最美丽、最得意忘形的时候，突然给你一击，或者是给你一刀，这就是我可能在传达这个意思吧。也其实是这个社会它的一个现状，看上去表面好像很漂亮，而且就是各方面都是你感觉这个社会已经繁荣了，但其实在它的内部已经开始腐烂，已经开始变质。其实跟这一样，那么像这个木头也是，它是从这个地底下挖起来的，它已经腐烂过了，也已经经过腐蚀，经过这个钙化，然后呢经过碳化了。那么现在我把它所有的这些能够让它更圆润的让它圆润，另外能够让它更锋利的让它更锋利，其实也是在传达这个意思，就是它会有伤害你的地方，不管它是历史也好。Merci Pongping, et justement j'aimerais qu'on s'oriente déjà vers la fin de cette table ronde, fort intéressante, et peut-être voudriez-vous ajouter une petite réflexion, une maxime ou alors un coup de gueule, que sais-je? Est-ce que vous auriez des revendications à prononcer ou un petit message à passer même à vos plus proches? Revendications, pas forcément, mais il y a quelque chose que j'ai réalisé en travaillant la peinture,
On est souvent surpris quand on se met à peindre, en tout cas de la façon que j'aime moi de le faire, de la quantité de formes et de motifs et de voilà, tout ce qui peut apparaître sur la toile à partir de choses finalement relativement simples, de quelques mouvements de peinture. Et c'est à ce moment-là en fait que je me suis rendu compte de la similarité qu'il y avait entre toutes ces formes qui apparaissaient sur la toile et toutes les formes qu'il peut y avoir dans la nature, toute la biodiversité. Et donc comme voilà, on a beaucoup évoqué ce soir toutes ces thématiques de l'écologie, de la protection de la nature, je voulais un petit peu voilà, souligner évidemment l'importance de la protection de la biodiversité, ça on le sait tous, mais à quel point la peinture peut être une thématique proche, celle de la biodiversité, et même une porte vers cette question de biodiversité. Très intéressant. Jean-Louis, une petite réflexion, une pensée? Une petite réflexion, non, simplement peut-être sur le travail des deux artistes. Si j'ai évoqué que ce qu'on appelait nature aujourd'hui était un éventail qui se dépliait du micro au macro, eh bien, à travers deux artistes, peut-être on n'associerait pas le travail avec celui de la nature de manière tout à fait immédiate, encore que, eh bien, on voit que on parcourt tout simplement là ce spectre. Des éléments dans les toiles de Silver peuvent, pour certains, évoquer le micro, l'infiniment petit, ou le cachet, ou en tous les cas des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, et en particulier l'arc-en-ciel que nous avons à droite de Pengpi vient, lui, évoquer le cosmos. Donc, en ce sens, voilà, cette exposition, à travers deux artistes, montre comment le spectre de la nature, le spectre de la nature s'est déplié, j'allais dire, pour venir nous hanter sous d'autres formes. Et je laisserai le mot de la fin à Pengping, justement. Qu'aimerais-tu nous laisser comme petit message? 其实我觉得不光是这个自然这个课题吧，我可能会研究比较多的这个课题，包括宗教美学，包括这个中国传统文化，包括这个西方古典的艺术。那么对于我个人来说呢，我会更多的去倾向于自然。为什么呢？因为我生活从小的这个环境是给到我这样的一个非常非常就是接近阳光，然后接近这个水草。所以你可以释放你生命的这种活力。可能在往后的这些岁月里面，我也会更多的就是投入到用身体去更多的用我的身体去做艺术，更多的用我的这个热情也好，用我的这个思维或者是我的思想，就是我了解到我所有了解这个整个地球的它文化，我吸纳的能够有多少，然后给出我的反应。我觉得这样应该是未来我会在更多的这个方向上面做一些尝试。谢谢。Eh bien, merci beaucoup de cette discussion, de cet échange. Encore un bel échange entre justement l'Europe et la Chine. Et espérons que Vanity Gallery ait encore le plaisir de recevoir des artistes aussi intéressants et curieux de la vie. Merci à tous.